Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de La dernière place de Negar Javadi, lu par Anushka Rava. À nos mémoires, surtout celle de ma mère. Prologue 1. Dans le livre du rire et de l'oubli, publié en 1979, l'année où, réfugié en France, il est déchu de sa nationalité tchécoslovaque par le régime communiste, Milan Kundera écrit « La lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli ». Une quinzaine d'années plus tard, un vendredi après-midi brumeux de fin décembre, dans la voiture enfumée d'un train entre Bruxelles, où j'étais étudiante en cinéma, et Paris, l'épaule droite collée à la vitre glacée, cette affirmation percuta mon esprit avec une force aussi inattendue que salutaire. La surprenante économie de mots et leur prodigieuse efficacité, semblable au claquement de doigts de Mary Poppins mettant de l'ordre dans le fatras de la chambre des petits Banks, donnèrent instantanément un sens à l'amas insondable d'interrogations et d'impressions entassées en moi depuis l'enfance, dont l'épicentre était l'engagement politique de mes parents, leur lutte jusqu'à l'exil, contre la dictature du Shah, puis celle de Khomeini. Elle éclaira aussi le pourquoi de ce désir affirmé et fragile, que je vivais plutôt comme une nécessité, sans trop en connaître la raison, de consacrer ma vie d'adulte à raconter des histoires. L'année d'après, la phrase de Kundera recroisa à nouveau mon chemin, cette fois sous forme de citation dans Patries imaginaires de Salman Rushdie. Dans l'un des textes de ce recueil d'articles publiés dans la presse britannique dans les années 1980, Salman Rushdie questionne la position des écrivains indiens installés comme lui en Angleterre et écrivant sur l'Inde. Comment raconter depuis l'autre bout du monde le pays perdu? De quel droit? Cet éloignement permet-il néanmoins d'ouvrir d'autres perspectives? Des questions qui faisaient écho à ce tiraillement familier qui m'accompagna longtemps, où l'élan naturel d'écrire sur et à partir de l'Iran, cette terre où les histoires étaient nées pour moi, était contrebalancé par une solide réticence. S'appuyant sur la phrase de Kundera, Rushdie précise « Les écrivains et les hommes politiques sont des rivaux naturels. Les deux groupes essayent de faire le monde à leur image. Ils luttent pour le même territoire. » En 1986, j'ai eu un choc semblable. Un samedi après-midi, au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris, où avec quelques élèves du collège, nous étions allés voir l'histoire officielle, la Historia Oficial, de Luis Puenzo, Oscar du meilleur film étranger et chaudement recommandé par le professeur d'espagnol. À travers les derniers mois de la dictature argentine, le film relate la prise de conscience et la quête d'Alicia Marnet de Ibáñez, professeure d'histoire et mère d'une petite Gaby, qu'elle et son mari, un homme d'affaires très proche du régime, ont adopté. Confrontée au combat des mères de la place de Mai à la recherche de leurs enfants et petits-enfants, Alicia comprend peu à peu que derrière l'histoire qu'elle enseigne et à laquelle elle croit s'en cache une autre. Peut-être celle de Gaby, dont tout laisse penser qu'elle est une enfant de disparue, un bébé volé par la junte. Au-delà de l'impact du film, le terme même d'histoire officielle agit sur moi comme un révélateur. L'association de ces deux mots, association que je n'avais jusqu'à ce jour-là jamais imaginée, décrivait avec précision ce que nous aussi avions toujours vécu. Régime après régime, coup d'État après révolution. Les personnages effacés des livres d'histoire, remplacés par d'autres, les faits trafiqués, les livres censurés, interdits dans les bibliothèques, leurs auteurs arrêtés, assassinés, les rues rebaptisées, les dates modifiées, des mots, des centaines de mots, bannis de la langue. L'imposition autoritaire d'un récit officiel, d'un pays officiel, où la mémoire est confisquée par le pouvoir. La dictature a ceci de particulier que sa survie passe immanquablement par la réécriture de l'histoire et l'organisation méthodique de l'oubli. Le cœur même du régime est cette machinerie redoutable, jamais au repos, jamais rassasiée, qui broie avec une égale intensité tout ce qui nuance, contredit, singularise, se détache, revendique et bien entendu s'oppose. Les monuments, les événements, les plaisirs, les joies, les êtres, peu importe. Par le mensonge, la falsification, la dissimulation, la délation, la destruction, la terreur, la disparition, la mort. Les moyens ne manquent pas, ni les instruments. Si les écrivains, les poètes ou les cinéastes sont les rivaux désignés de ces ministères de la vérité, c'est parce qu'à travers leurs œuvres, ils conservent et protègent la mémoire, en extraient la vérité clandestine et la remontent à la surface. Mais aussi parce qu'ils s'immiscent dans les lieux intimes, derrière les portes fermées des maisons, entre les murs d'un appartement, dans une cuisine, une chambre d'hôtel, une voiture, ces espaces confinés où flotte un parfum de peur, mais qui tentent de se dérober à la tyrannie. Là, à l'abri de regards inconnus et des systèmes de surveillance, les femmes et les hommes sortis de la masse cessent d'être des objets au service d'une idéologie pour redevenir des individus,
avec un nom, un passé, des opinions, des émotions, des chagrins, des espoirs. C'est en racontant ces vies heurtées, abîmées, effacées ou pulvérisées, ces vies auxquelles l'histoire officielle ampute leur réalité, qu'une lutte s'engage. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire ce récit. Une suite d'événements concentrés sur une semaine de début janvier 2020, qui aboutit à une tragédie. L'écrire alors même que je suis loin de tout, loin de l'Iran, où elle a eu lieu, loin des êtres qui l'ont vécu, des protestations, des manifestations, des combats quotidiens. Loin de la brutalité des gardiens de la Révolution, des intimidations, des mensonges martelés à la télévision, du faux semblant des charognards. Je n'en suis pas loin par ma volonté, mais le fait est là. L'exil, comme le définit le dictionnaire, est l'expulsion hors de la patrie avec la défense d'y entrer. L'écrire alors même que je n'ai pas le goût du jeu. Ce jeu de la littérature, comme l'écrit Karl Ove Nosgård, tourné vers l'intérieur et s'observant lui-même. Le goût de cette exposition-là. Ainsi je m'en vais raconter ce que je n'ai ni vu ni vécu, ce à quoi je n'ai pas eu accès physiquement, qui m'a été raconté, confié, de façon souvent décousue, brouillée par l'émotion, par l'impact toujours permanent du choc. J'ai écouté, lu, analysé, imaginé et probablement interprété. Si des détails manquent, et il en manquera, les heures, les lumières, les contours d'un paysage, l'agencement d'un appartement, les mots précis d'une conversation, ces touches de véracité qui mettent le récit en résonance directe avec le monde et lui donnent en échange un cachet d'authenticité, dites-vous qu'ils m'ont manqué tout autant, au point de douter plus d'une fois de la pertinence de cette entreprise. En même temps, je sais, et c'est avec cette certitude que j'ai cheminé tout au long de ce récit, que vouloir restituer par écrit la vérité complète et entière d'un événement, espérer le détacher des aléas du temps, le ramasser à travers les sables mouvants de la mémoire et des émotions, sans le moindre écart, sans que la subjectivité infuse les faits, relève de l'illusion. Les questions persistent et persisteront, à commencer par « Comment témoigner de ce dont je n'ai pas été témoin ?» Mais demeure la conviction que cette tragédie où s'inscrivent son visage et son nom parmi ceux des autres, ne peut pas, ne doit pas être laissée uniquement à ses assassins. 2. Bonjour, nous sommes le mercredi 8 janvier. À la une de l'actualité, l'Iran a frappé cette nuit 2 bases militaires abritant des soldats américains en Irak. Une quinzaine de tirs de missiles. La télévision publique iranienne parle de 80 morts, bilan non confirmé par Washington. C'est par ce titre que démarra le journal de 7 heures de France Inter, le mercredi 8 janvier 2020. Réveillé depuis un moment, un sweatshirt sur le dos pour me protéger du froid de la nuit qui stagnait encore dans l'air, j'étais dans la cuisine éclairée par le plafonnier blanc. Je me versais une seconde tasse de café. Depuis 6 jours, depuis l'assassinat sur ordre de Donald Trump du général iranien Qassem Soleimani, chef d'Al-Quds, unité d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique chargé des opérations extérieures, considéré comme l'homme le plus puissant du Moyen-Orient, chaque matin, j'allumais la radio avec appréhension. Je redoutais l'annonce de la vengeance implacable promise par le guide suprême iranien, Ali Khamenei, susceptible de mettre un sérieux coup d'accélérateur au crescendo de violence entamé depuis plusieurs semaines par les deux pays. Et voilà qu'elle venait d'avoir lieu. L'Iran avait attaqué les États-Unis dans la nuit. 2 bases militaires bombardées. 80 soldats américains tués. 80. À peine cette information s'entrechoqua-t-elle à la réalité qu'une autre survint. Et dans ce contexte, dit la journaliste, un étrange accident d'avion à Téhéran. Un Boeing ukrainien s'est écrasé peu après son décollage de Bagdad ce matin. Téhéran? Bagdad? La confusion brouilla ma compréhension déjà secouée par la riposte iranienne. Figée, anxieuse, j'attendais d'en savoir plus. Quelques minutes plus tard, après un passage par les négociations ratées autour de la réforme des retraites, les humeurs de Neymar et la liste des invités de la matinale, la journaliste s'attarda sur les principaux titres, joignant rapidement un correspondant en Irak. Le correspondant précisa que les représailles, revendiquées par les gardiens de la Révolution, avaient eu lieu vers 1h30 du matin, heure approximative à laquelle, le 3 janvier, le convoi transportant Qassem Soleimani et ses lieutenants, sur le point de quitter l'aéroport de Bagdad, avait été pris pour cible par un drone américain. Dans la foulée, Donald Trump avait contredit l'affirmation des autorités iraniennes. Tout allait bien, avait-il tweeté avec ironie, aucune victime américaine n'était à déplorer. Lequel des deux camps mentait? Le régime iranien, décidai-je.
non à cause d'une solide habitude de leurs boniments et méthodes de propagande, mais en raison de la gravité des faits. Si des soldats américains avaient été tués à la suite de ces tirs de missiles, adeptes d'une brutalité extravagante, Trump aurait déjà menacé de détruire l'Iran avec la bombe atomique. Après le développement de cette première information, la journaliste continua avec la seconde, cette fois sans lapsus. Peu de temps après la riposte, un Boeing ukrainien s'est écrasé juste après son décollage de l'aéroport international de Téhéran. Selon le porte-parole de l'aéroport, Ali Koshani, l'accident est dû à un problème technique. Tandis que la sentence tombait, au moins 170 personnes à bord, avions pulvérisés au sol, aucun survivant, surnageait à la surface du choc ressenti l'inquiétude de connaître quelqu'un parmi les passagers. Elle se dissipa dès l'annonce de la destination, Kiev, qui sonna soudain comme une ville du bout du monde, une de ces capitales perdues sous la neige à cette époque de l'année, où se rendent uniquement ceux qui ont quelque chose à y faire. Non, aucun membre de la famille encore en Iran n'avait de lien avec l'Ukraine. Non, bien sûr que non, nous ne connaissons personne dans cet avion. Aussi authentique que soit cette crainte, elle est à l'origine d'une plaisanterie de longue date entre ma sœur et moi. À chaque catastrophe, eût-elle lieu dans la jungle amazonienne, nous nous demandons si nous avons un lien quelconque avec une des victimes. Si tel n'est pas le cas, si la mort n'est pas venue frapper au coin de nos vies, nous nous en étonnons, avec rire et exagération, certaines que de toute façon, ce n'est que partie remise. Cette private joke, où le macabre flirte avec l'absurde, où la tentative de tenir tête au drame se voit comme le nez au milieu de la figure, a probablement germé dans les replis de notre enfance, de la seconde moitié des années 1970 à la révolution de 1979, jusqu'à la guerre Iran-Irak, avant de percer la surface et de s'imposer à la suite d'une succession déconcertante de disparitions lors d'événements aussi tragiques que médiatiques. Du 11 septembre 2001 à la pandémie du Covid-19, en passant par la crise de la vache folle, la liste est longue. Regardée avec pragmatisme, elle pourrait ne pas paraître incongrue. La diaspora iranienne étant désormais une réalité, nous nous retrouvons, à l'instar de tous les Iraniens, avec une grande famille éparpillée aux quatre coins du monde, elle-même accrochée par alliance à des dizaines d'autres, sans parler d'amis, d'anciens voisins, d'anciens collègues de nos parents, et bien entendu leurs 2 voire 3 générations de descendants que nous connaissons sans connaître, tels ces pays lointains réduits à un nom et une vague localisation. Pour un esprit occidental, la notion du lien ressemble à ces traits de quelques centimètres qui tiennent entre elles les molécules d'une solution chimique. Tandis que pour un oriental issu d'une société traditionnelle, tout compte, tous les traits, toutes les ramifications, toutes les extensions. L'ensemble de ces individus constitue, je suppose, un groupe suffisamment conséquent pour peser dans un hypothétique calcul de probabilité et rendre nos étonnements inutiles. Seulement, ce n'est pas ainsi que nous raisonnons. Et par nous, j'entends nous tous. Ma sœur et moi, comme vous, comme ceux qui pensent avoir échappé à un attentat alors qu'ils n'ont fait que traverser, quelques semaines plus tôt, une rue à proximité du lieu visé. Confrontés au drame, nous nous incluons, nous nous projetons, nous nous identifions, nous activons nos mécanismes de défense. Nous nous consolons aussi. Nous nous réjouissons, en creux de nos hébétudes, de nos colères et nos chagrins, d'être toujours de ce monde, alors même que nous sommes, et nous le savons, cloués à l'omnipotence de notre fragilité, au fait qu'au milieu de la vie, comme nous en avertit une très vieille antienne, nous sommes dans la mort. Mais quelque chose d'autre se joue dans les interstices de cette plaisanterie entre sœurs. Quelque chose, disons, de plus mélancolique. Car la mort, quand elle frappe autour de nous, et peu importe la cause, ne se limite pas à la perte. Elle déborde, révèle, avec la même évidence qu'un bain de développement une photo argentique, tout ce qui aurait pu être vécu avec cette personne et n'a pas été. Elle fait entendre l'écho du temps, oblige à faire face à une étrange vérité. Tout ce que nous avons aimé et que nous voyons plus, que nous avons même exclu émotionnellement de nos existences, dans un élan de survie, moi davantage encore que ma sœur, finissent par mourir vraiment et laisser un grand vide. Ce constat rappelle la complexité de l'exil dans lequel nous sommes, comme tant d'autres, pris au piège. Aux alentours de 8 heures, plongée dans l'effervescence familière d'une journée qui commence, la ville battait son plein. Une lumière délavée inondait les rues de son indifférence. Assise au volant, je m'extirpai avec peine de l'impossible nœud de la place de la Bastille, zigzagant entre les voitures pour éviter d'être à nouveau coincé et m'engageant enfin sur le boulevard Bourdon, quand mon téléphone portable, enserré dans son socle sur le tableau de bord, sonna. Ma cousine Afsonnait. Je me raidis, certaine qu'elle allait m'annoncer une mauvaise nouvelle.
De toute la bande des cousins et cousines du premier cercle, Afsoneh est la seule qui vit à Paris depuis plus de 4 décennies, partageant plus que les autres nos vies. 1 an et demi plus tôt, le matin du 26 juin 2018, plus ou moins à la même heure, quand ma mère m'avait appelé pour m'apprendre le décès de mon père, hospitalisé depuis une dizaine de jours dans un état préoccupant, c'était elle que j'avais contactée en premier. Plus tard dans la matinée, alors qu'émergeant peu à peu de notre sidération, nous fumions une de ces cigarettes roulées qu'Afsoneh prépare dans la cour de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chauffée par un soleil bienveillant, elle me dit qu'en voyant mon nom s'afficher sur l'écran de son téléphone portable, elle avait su immédiatement. Parce que tu ne m'appelles jamais à cette heure-là. Elle non plus ne m'appelait jamais à cette heure-là, celle à laquelle je l'imaginais dans le métro pour se rendre à son travail. Pourtant, je décrochais comme si de rien n'était, guettant néanmoins dans sa voix l'intonation du drame. Le drame ayant la particularité, vous l'aurez compris, d'arriver presque toujours en perçant. Elle semblait essoufflée. On aurait dit que tout en parlant, elle marchait d'un pas pressé. Nous commençâmes par échanger les banalités habituelles. Je lui dis que j'allais chercher ma mère et l'accompagner à l'hôpital pour des examens préliminaires à une opération du genou programmée pour la fin de la semaine. À ma question « Et toi, comment tu vas ?» Elle répondit qu'elle allait bien, mais m'appelait à propos de Niloufar. Niloufar? J'étais saisie tant Niloufar, notre cousine, l'une des filles du frère aîné de nos pères, était à des années-lumière de tout ce que je pouvais imaginer sur le front du drame. Je m'attendais plutôt à la mort d'une des vieilles tantes déjà très malades. Elle était dans l'avion ukrainien, dit-elle rapidement. Dans le silence abrupt qui suivit, Kiev me servit de rempart au choc. Qu'est-ce que Niloufar allait faire à Kiev? Niloufar vit au Canada. Quel rapport avec l'Ukraine? Elle devait faire escale à Kiev avant de repartir pour Toronto. Niloufar était en Iran? Oui. Elle me demanda si je pouvais prévenir ma mère qu'elle comptait appeler, puis, incapable de poursuivre, nous raccrochâmes. Plus tard, je pensais que je ne l'avais pas interrogée sur la façon dont elle avait appris la nouvelle. Qui l'avait prévenue? Avait-elle parlé à Ellie ou à Sedi, les sœurs de Niloufar toujours en Iran? Elles étaient d'une génération, aujourd'hui sexagénaire, qui avait grandi dans une proximité joyeuse et rassurante et avait réussi, malgré les vicissitudes de l'histoire et les éloignements, à garder le contact de façon permanente. Entre-temps, la circulation était devenue plus fluide. J'arrivais malgré moi presque au bout des 700 mètres du boulevard Bourdon, mais plus dans le même monde. Dans ce monde-ci, celui qui s'étendait sous ce ciel vaste et blanc, où le vent agitait les branches décharnées des arbres bordant les quais du bassin de l'Arsenal, où une camionnette garée en double fil sur une portion en travaux obligeait les cyclistes à se rabattre devant les voitures, Niloufar n'était plus. D'un seul coup, la réalité se déchire, s'écartèle, et dans le gouffre béant qui surgit se déversent toutes les certitudes que nous nous inventons pour mettre la vie de notre côté. Quelques minutes plus tôt, je portais en moi une croyance solide et bien empaquetée qui tenait parfaitement debout et m'autorisait à continuer la journée avec l'assurance d'accomplir ce que j'avais prévu. Non, nous ne connaissons personne qui a un lien avec Kiev. Mais la voilà risible, flétrie, ouverte sur un vide effrayant. J'essayais de me rappeler l'information entendue à la radio, les termes exacts, cherchant à faire le lien, à trouver un sens entre elle et Niloufar. Crash d'avion, accident technique, aucun survivant. Les mots se superposèrent à son visage tel qu'il apparaissait dans mes souvenirs. Des mots sombres, définitifs, qui sautent à la gorge et étranglent. Des mots atroces, desquels jaillissent les images terrifiantes d'autres catastrophes aériennes, accrochées à notre rétine pour toujours, en veille dans l'obscurité de notre boîte crânienne, aussi tenace qu'une angoisse lointaine prête à surgir dans le noir. Sur ces images, la mort vibre encore, palpable, fumante, presque visible. La mort, mais pas les morts. Les morts sont absents des tragédies, cachés, réduits à des chiffres. Au moins 170 personnes à bord, avait dit la journaliste. Et Nilou était parmi eux. Son corps, son regard rieur, ses pommettes hautes, son sourire débordant d'une tendresse accueillante toujours dessinée au rouge à lèvres, écrasé, broyé, transpercé. Soudain, je m'arrête. Laissez le feu passer au rouge, lâchez le volant. Un motard accélère sur ma gauche, me dépasse furieusement et défonce le rétroviseur. 1958-2020.
Chapitre 1. Toute vie commence quelque part. Alors que secoué par la violence de l'expulsion, le bruit et le froid, le nouveau-né ne cherche qu'à remplir ses poumons d'oxygène et survivre. Ce pays où il vient d'atterrir est déjà là, partout autour de lui. Dans les conditions de sa naissance, la façon dont il est accueilli, la lumière qui l'éblouit. Dans les mots affolés ou rassurants, les sourires, les gestes, les rites, le tissu dont on l'enveloppe et la manière dont on le fait. C'est là que notre histoire commence, sur le sol où nous naissons. Là que notre vie s'officialise, trouve un sens, relie le temps au temps, une génération à l'autre, que notre destin trouve un ancrage dans le monde. À chaque respiration, à chaque souffle, à chaque centimètre qui s'ajoute au précédent, cette terre entre en nous, creuse sa place, s'installe, grandit, devient langue, goût, jeu, écriture, souvenir, regret, chagrin, rythme, danse, désir, pensée. Elle nous façonne, nous insuffle son passé, sa complexité, ses luttes, ses guerres, ses légendes, ses espoirs, ses échecs et ses victoires. Devient culture, politique, société, économie. Nous entraîne avec elle, de gré ou de force, vers son avenir. Une vie qui commence ici, en France, en Europe, ne prend pas la même direction qu'une vie qui commence ailleurs, au Moyen-Orient par exemple, à Téhéran, ou plutôt Teheran. Cette constellation urbaine, entourée par la chaîne de montagnes Alborz, transformée au cours du XXe siècle en mégalopole de la démesure, de la carcasse métallique et du béton, où corruption, répression, censure, crimes et révoltes grouillent autant que les hommes. À Téhéran donc, éclairée par la lumière pâle d'un soleil d'automne, l'automne 1958, au sein d'une famille qui n'a rien d'ordinaire, à commencer par son nom, Sadr. Un nom donné uniquement au père de cette famille, et non à ses nombreux frères. Il l'acquit à la suite d'un micmac administratif quand, vers la fin des années 1920, sous l'impulsion du nouveau roi, Reza Shah Pahlavi, qui accéda au trône à la faveur d'un coup d'État, le choix d'un patronyme devint obligatoire pour les Persans. Un nom en référence au rang élevé du père au sein de la hiérarchie sociale de la ville de Razvin, d'où est originaire la famille paternelle et que le père sera donc le seul à porter avant de le transmettre à ses enfants. L'ordinaire aurait été que les parents du père se présentent chez les parents de la mère avec la solennité et la déférence de diplomates en mission et demandent la main de leur fille, sans que le père et la mère se connaissent ou à peine. Sans doute est-ce ainsi que les choses s'étaient quand même déroulées, car dans cet Iran des années 1940, comme encore aujourd'hui, le respect des traditions était le socle sur lequel reposait la société. Cela permettait d'éviter les jugements hâtifs et les rumeurs farfelues, que ça jase dans tous les sens et que ça ruine les réputations. Oui, la demande a dû être faite de façon officielle, en bonne et due forme, même si ces deux-là étaient déjà amoureux et désiraient plus que tout se marier. Ils étaient tous deux, lui par sa mère seulement, issus des familles riches de Mazandaran, province située au nord de l'Iran, et liée entre elles par de multiples alliances. Région limitrophe de l'URSS, peu urbanisée, succession de forêts profondes et de routes escarpées bordées par la poissonneuse Caspienne, les mœurs y étaient plus libres qu'ailleurs, ce qui autorisait les Persans, brimés par les convenances, à faire de petits pas de côté. Elle était belle, grande brune aux yeux noirs, liante et sociable, et avait, paraît-il, d'autres prétendants. Il était l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, diplômé en droit, timide, responsable et politisé. Plus jeune encore, il avait rêvé d'étudier à Paris, avait travaillé à droite et à gauche, économisé en cachette et acheté des billets pour le départ. Mais son père, dont la situation au sein de l'élite de Razvin, lui conférait de l'autorité sur toute chose, après avoir découvert les projections baroques de son aîné dénoncées par le second frère, lui prit son argent pour l'investir dans la terre, fermant définitivement la porte à toute émancipation. Un mariage et des enfants, voilà ce qu'on attendait de lui. Même un mariage d'amour. Très vite naissent 4 enfants. Un garçon, 2 filles, puis encore un garçon. Abdul Reza, Eli, Sedi et Abiz. Ce 18 novembre 1958, alors que le vent ardent des montages pousse lentement Téhéran vers l'hiver, une autre fille vient agrandir la fratrie. Ses parents ont choisi le prénom de Shahrzad. Abdul Reza, âgé de 9 ans, propose Niloufar, Nénuphar, prénom qui deviendra bientôt très populaire grâce à une chanson éponyme qui continue de faire danser les Iraniens à n'importe quelle occasion. 2 ans plus tard, le bébé qui suivra la petite Niloufar s'appellera Shahrzad. Niloufar a les yeux noirs de sa mère et les traits de son père,
un visage long, des pommettes hautes et la peau claire. Mais la vraie ressemblance entre eux ne provient pas tant du dessin du visage que de la sincérité qui en émane. Une gentillesse évidente, tangible, reflet authentique de leur façon d'être au monde qui, en même temps, laisse deviner une réticence à prendre part au conflit, à s'imposer, à dire non. Qualité relative donc, se transformant rapidement en faiblesse face à ceux qui savent en abuser. Et les candidats ne manquent pas, surtout lorsqu'on est une fille. Ici, dans ce pays taillé dans une culture patriarcale, conservatrice et autoritaire, les filles sont soumises à la volonté des pères, des frères, puis des maris. Leur comportement est scruté par la famille qui, tels des chiens de chasse, renifle sans cesse la menace imaginaire ou réelle susceptible de venir ternir son image et détruire son honneur. Une grande affaire que l'honneur. Si les filles ne jouissent pas des mêmes droits et des mêmes privilèges que les garçons, c'est parce que c'est par elles que le danger et le scandale arrivent. Forcément par elles. Par leur corps où sommeille le djinn. Car au jour où cette hôte maléfique se réveille et en prend possession pour en faire ses servantes. Ainsi, l'existence des filles, leur rôle auprès des parents, dans la société, en tant qu'épouses et mères, précède depuis des siècles et des siècles leur naissance. Et notre famille, malgré ses illustres ancêtres, son rang parmi les élites, ses terres à perte de vue de Qazvin à Mazandaran, ses universitaires, ses professeurs, ses avocats, ses médecins ne dérogent pas à la règle. Peut-être à cause de cette ressemblance, ou bien parce que la cadette, Shahrzad a hérité de ses yeux bleus et attire davantage les regards. Le père s'attache particulièrement à Niloufar. Il lui invente même un surnom, Majid John, et tous les soirs, de retour à la maison, lui accorde l'attention qu'elle cherche, mais que sa position au sein de la fratrie, ou bien son caractère doux et en retrait, ne déclenche pas d'emblée. À propos de ressemblance, je me souviens un vendredi soir, lors d'une de ces réunions familiales hebdomadaires dans le salon vaste et surchargé en lumière de la maison d'un des oncles, quelqu'un, j'imagine une des tantes, a dit que je ressemblais à Niloufar. La raison pour laquelle je ne me rappelle pas l'identité de cette personne n'est pas due à une défaillance de mémoire, mais au fait qu'assise par terre, un couteau à la main, j'étais concentrée sur les figurines que j'avais appris à tailler dans la peau épaisse des oranges. D'abord, je n'entendis que la voix féminine qui prononça mon prénom. Puis je levai la tête vers le salon où les adultes, assis sur de lourds fauteuils, discutaient en buvant du thé noir. J'avais alors 7 ou 8 ans et j'étais loin d'avoir conscience de mon visage. Surtout, je n'avais jusque-là jamais imaginé pouvoir ressembler à des membres vivants de la famille, si ce n'est plus ou moins à mon père. À des mortes, oui. Les vieilles tantes au visage flou et contrasté figées sur quelques daguerréotypes abîmés conservés par l'oncle qui s'était érigé en gardien de la mémoire familiale. Leur ressemblance avec moi, si ressemblance il y avait, ne me racontait rien, ni sur moi ni sur elle. Mais Niloufar! La réflexion déclencha aussitôt une série de réactions positives. Des « mais oui, c'est vrai !» Regarde-moi, Negar John, maintenant que tu le dis, dont chacune me rendait plus perplexe que la précédente. Un petit cercle se mit rapidement d'accord sur ce constat, puis se désintéressa de la question et passa à un autre sujet. Était-ce vrai? Continuai-je pourtant à me demander. Si oui, pourquoi avaient-ils mis tous, collectivement, autant de temps à s'en rendre compte? Mais si je ressemblais à Niloufar, qui ne ressemblait pas à mon père, à quoi ressemblais-je alors? Ma frustration était d'autant plus grande que Niloufar n'était pas là. Je ne pouvais pas l'avoir en face de moi, l'observer, lire dans ses traits ou dans sa réaction une réponse à mon incrédulité. Mon désarroi se doubla du fait que je ne pensais soudain plus jamais la revoir, puisque, de 11 ans, mon aîné, Niloufar venait de se marier et suivre son mari à Paris. Alors comment savoir? Plus tard, même adulte, à chacune de nos retrouvailles, je m'attardais sur son visage, cherchant dans les formes et les lignes, dans les expressions, dans sa façon de sourire ou de plisser le front, cette ressemblance à laquelle étrangement plus personne n'avait fait illusion après cette soirée, mais qui restait pour moi, et reste encore, une interrogation. Si, comme le souligne le philosophe Emmanuel Lévinas, l'expérience d'autrui prend la forme du visage, celui de Niloufar, cette ressemblance supposée tissa de moi vers elle une attache secrète, un accès plus sensible, plus attentif, à qui elle était et à ce qu'elle traversait par-delà les années et la séparation, et qu'elle ne soupçonna sans doute jamais. Les années s'enchaînent et la fratrie grandit. Durant l'année, la vie des Sodres, comme celle du reste de la famille, est rythmée par l'école, les obligations et les soirées du vendredi organisées à tour de rôle.
Puis viennent les vacances passées en tribu à Mazandaran, dans les vieilles maisons humides nichées au fond de vallées inaccessibles autrement qu'à pied ou à cheval, en bord de mer, chez ceux qui ont construit des maisons de vacances ou ceux qui n'ont pas cédé à l'appel de la capitale et y vivent encore. Ou bien à Hassan Akdor, petit village caché en contrebas d'une pente montagneuse à 2 heures de route de Téhéran, dans une maison en terre, rustique et modeste, que possèdent les parents, cachés derrière les troncs massifs d'arbres centenaires. La balançoire accrochée solidement aux branches d'un majestueux mûrier blanc, la terrasse surélevée couverte de kilims, les chambres en enfilade, l'électricité rudimentaire, les matelas posés au sol à dormir en randonnion collés les uns aux autres, comme dans une bulle protectrice à l'écart de l'agitation du monde. À Téhéran, ils vivent dans une grande maison tarabiscotée au cœur de la ville. Peut-être me paraissait-elle comme telle à moi qui vivais dans un appartement où les journées se succèdent selon la même structure clanique. C'est un hall de gare surpeuplé où les enfants survivent au milieu de l'incessant va-et-vient des visiteurs. Des réceptions, des soirées improvisées, l'arrivée inopinée de ceux qui s'invitent pour un jour, mais restent des semaines. Les inconnus démunis à la mine affaissée qui, ne sachant plus à quelle porte frapper, frappent à la leur, demandant à voir le père réputé pour aider, ne jamais rien refuser à personne. Quelques années après la naissance de Niloufar, à la suite de la nomination d'Ali Amani, ancien ambassadeur d'Iran aux États-Unis et proche de John Fitzgerald Kennedy, au poste de Premier ministre, le père devient procureur de Téhéran. Une vie ordinaire aurait impliqué qu'il effectue son travail, instruise les dossiers en cours, les faits divers, les infractions et pour le reste, s'arrange avec le régime. Mais il s'attaque aux affaires de corruption impliquant les membres du gouvernement et les proches du Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Dans ces années qui suivent le coup d'État de 1953, organisé par la CIA afin de destituer le Premier ministre démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh, le Shah renforce son pouvoir de façon significative. Il instaure un régime autocratique et répressif, créé avec l'aide de la CIA et du Mossad, la SAVAK, terrible police secrète et service de renseignement, et interdit toute activité politique publique. Fidèle à la stratégie des États-Unis dans la région, avec lesquels il partage la haine du communisme, le Shah se transforme, selon Henry Kissinger, alors conseiller des présidents américains, en gendarme du Golfe Persique. Un des faits d'armes les plus importants du père est l'affaire de la construction du bâtiment du Sénat, au milieu des années 1950, qui avait donné lieu au détournement de millions de tomans par les amis du souverain. Mais aussi l'arrestation d'un général à la tête du tribunal qui condamna à mort Mossadegh. Quoi qu'il en soit, son insolence ou simplement sa droiture déplaisent en haut lieu. Considéré comme subversif, il quitte ses fonctions 1 an et demi plus tard, quand le Shah se débarrasse d'Ali Amani et de son gouvernement. Après une période difficile, sans travail ni revenu, durant laquelle il reprend néanmoins ses activités politiques en tant que membre fondateur du mouvement de libération de l'Iran, parti de résistance démocrate conservateur formé par l'aile religieuse des partisans de Mossadegh, il obtient l'autorisation d'exercer comme avocat et en profite pour défendre nombre de prisonniers politiques et d'activistes. Sa maison servant de base arrière au parti, la menace d'une descente de la SAVAK plane en permanence sur tout ce petit monde, ce qui bien entendu finit par arriver. Cela n'empêche pas la vie de continuer entre insouciance et peur. Les garçons Abdul Reza et Abiz poursuivent leur scolarité au lycée Al-Bors, fondé par les missionnaires américains et réputé pour son excellence. En uniforme bleu et chaussettes blanches, les filles sont scolarisées à l'école française non mixte Jeanne d'Arc. Créée en 1900 par une congrégation religieuse catholique, les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, Jeanne d'Arc, comme on disait communément, étaient fréquentées par les filles des bonnes familles iraniennes. Des 4, c'est dit, sans doute celle qui ressemble le plus à sa mère est la plus studieuse. Ellie, dont la masse de cheveux blonds qui lui couvre le dos participe à sa grande popularité, n'aime pas l'école, tout comme Niloufar. Shahrzad est bonne élève. De retour à la maison, à nouveau les 6 se collent ensemble. Les aînés déguisent les petits, ou bien ils jouent au foot dans le jardin, 3 contre 3. Le soir, le père vérifie les devoirs, mais cela ne change rien pour Ellie et Niloufar qui n'ont pas le goût des études. Si vous interrogez Ellie, elle vous dira « Nos parents étaient très amoureux. On ne les a jamais entendus se disputer, sauf une fois, à propos d'un portrait de Mossadegh accroché dans le salon que maman avait déplacé parce que quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, venait. Il n'y avait jamais de tension ni entre eux ni entre nous. Les frères et sœurs, on s'aimait tous très fort. » Elle vous racontera peut-être les soirées passées à jouer avec l'une des arrière-grandes-tantes de Mazandaran, qui de temps en temps venait à Téhéran et restait quelques jours chez eux. L'arrière-grand-tante lançait alors régulièrement à son neveu d'un air épaté « Regarde tes gamins comme ils s'entendent bien !»
Au milieu des années 1970, tandis que l'adolescence se termine pour certains et se poursuit pour d'autres, que les garçons portent les cheveux aux épaules et les filles les cheveux courts, la vie des Sodres se façonne selon un schéma en vogue depuis longtemps dans les familles aisées, auquel se ralliait peu à peu cette classe moyenne née au cours du XXe siècle grâce à l'argent du pétrole. Envoyer les garçons, et parfois les filles les plus brillantes et prometteuses, poursuivre leurs études en Occident. C'était l'assurance d'une éducation solide et la garantie d'un avenir prospère une fois de retour. À la fin du XIXe siècle, l'Europe, la France en tête, était la destination privilégiée des étudiants persans. Mais à partir des années 1950, les États-Unis, culturellement très implantés dans le pays, présents dans le paysage quotidien à travers une chaîne de télévision, des films et des séries télévisées, des produits de consommation courante, diverses marques de cigarettes et un fast-food, remportèrent la mise. Le père tient d'autant plus à envoyer ses fils poursuivre leurs études aux États-Unis et par la même occasion découvrir une autre culture dont lui-même a été et est encore privé. D'abord par son père qui l'empêcha de partir à Paris et désormais par le régime qui a confisqué son passeport lui interdisant toute sortie du territoire pour mieux le tenir à l'œil. Interdiction qu'il partage avec son frère, mon père, lui aussi privé de passeport et de voyage à l'étranger. Abdul Reza part en premier et son frère cadet le suit après l'obtention de son baccalauréat. Je garde un souvenir confus de la soirée donnée pour le départ d'Abdul Reza. Un jardin bondé, une balancelle, et la tête d'Abdul Reza que sa mère comparait aux représentations picturales du Christ, dépassant, tel le télescope d'un sous-marin, toutes les autres. Paradoxalement, ces voyages universitaires, reflets d'une société qui s'ouvrait de plus en plus au monde et soignait son futur, consolidaient la croyance selon laquelle l'avenir du pays était entre les mains de jeunes hommes instruits et bilingues, tandis que celui de la famille revenait encore et toujours aux jeunes filles. Des jeunes filles qui, même issues des familles aisées, avaient des diplômes obtenus dans des universités iraniennes, étaient poussées le plus vite possible sur le marché prolifique du mariage. La ligne d'horizon face à laquelle elles grandissaient, l'enjeu de leur éducation, était cet événement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.